Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Attendez, c'est pas encore passé de l'autre côté, ça va, ça monte. Là, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. On est enfin. Bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. C'est super. On voit plein de messages. Je suis Audrey de TEDx Tour et nous avons avec nous. Moi, je suis Pierre, Pierre Gérard. Je suis bénévole pour TEDx Clermont. Merci beaucoup de vous accueillir chez vous, dans ces lieux où vous passez le confinement. Nous espérons tout d'abord que votre santé soit la meilleure possible. C'est vrai que la période nous montre l'importance de cette santé, qu'elle soit individuelle ou collective. Aujourd'hui, nous vous accueillons au nom des TEDx francophones. Les TEDx, si vous ne les connaissez pas, c'est d'abord une aventure de bénévoles. Des bénévoles qui sont là au service de la diffusion d'idées qui méritent d'être partagées. Les TEDx francophones, c'est 170 événements à venir, dont 80 dans des universités et 20 TEDx Youth. Les TEDx Youth sont des événements qui sont dédiés ou organisés par les enfants. Et tout ça se passe dans 26 pays. Ensemble, les TEDx francophones ont publié plus de 4000 talks en français. Alors en ce moment, le confinement nous empêche à tous de faire des réunions en présentiel. Dans ce contexte, on a choisi de créer des sessions de conversation avec les speakers TEDx. C'est l'occasion de les écouter une vingtaine de minutes, comme pour un talk, puis ensuite d'avoir une partie questions-réponses. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous avons la chance d'accueillir Gaël Giraud, qui était intervenu en 2018 à TEDx Tour. En pratique, la session est enregistrée. Vous pouvez poser des questions dans le module Ask a Question qui est en bas de votre écran. Vous pouvez aussi voter sur des questions déjà présentes. Nous avons déjà reçu à cet instant plus de 80 questions. Audrey et moi-même les poserons à Gaël Giraud. Juste pour votre information, nous sommes à cet instant plus de 2900 en ligne. Je passe la parole à Audrey. Bonjour, bonjour à tous. Donc bonjour Gaël surtout et bienvenue dans cette première édition de TEDx Conversation. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'autant plus heureux qu'en fait qu'il s'agit de votre deuxième collaboration avec TEDx, comme le disait Pierre. Vous êtes intervenu sur la scène de TEDx Tour en 2018 pour défendre les biens communs et l'importance de leur place dans notre modèle de société occidentale. Quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs, mais je sais qu'il y a plein de monde évidemment qui vous connaît. Vous êtes économiste, spécialiste des interactions entre économie et écologie et également père jésuite. Vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS et plus récemment président d'honneur de l'Institut Rousseau. On a pu entendre votre voix ces derniers jours dans la presse française. On voulait organiser un moment avec vous afin d'avoir un petit peu plus de temps et surtout un temps d'échange, comme le disait Pierre tout à l'heure, bien tout simplement pour avoir votre compréhension sur la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je m'arrête et je vous laisse la parole, Gaël. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui. Oui, Gaël. Allez-y. Merci. Donc, je m'entends, mais avec un écho. Mais des amis qui viennent de Chine, d'autres qui viennent d'Afrique. Ça fait plaisir. Et la première, peut-être, c'est encourager à pratiquer le confinement de manière extrêmement stricte. Dans une période avec cette pandémie, elle va nous embêter encore pendant plusieurs mois. Et la rigueur avec laquelle nous
Oui, bonjour. Bonjour. En fait, vous m'avez entendu dire d'ailleurs, je pense, un gros mot. On a une question de bande passante entre chez nous et Gaël. Gaël est installé à Dublin. Et voilà. Et donc la magie de la magie de la technique fait que il faut que je parle, il faut que je vous raconte beaucoup de choses. Voilà. On essaye de faire en sorte que ça fonctionne. On demandera sans doute à Gaël de ne pas mettre pas mettre sa caméra pour faire en sorte qu'on ait le son. Je sais qu'on a créé beaucoup d'attentes. On a créé beaucoup d'attentes par rapport à cet événement pour nous aussi. Voilà. Ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que on a reçu plus de 80 questions, des questions qui ont trait à la fois aux éléments autour de la façon dont on peut se mobiliser localement. Voilà. Des éléments autour des changements de paradigme que nous demande cet événement. En particulier, finalement, est-ce qu'il va y avoir réellement une prise en compte du changement, ou est-ce qu'on va rester sur les modèles existants? Voilà, des questions autour de finalement localement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que le global c'est loin et le local est peut-être un endroit où on peut agir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Voilà, nous en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que j'ai vu aussi, c'est une question autour de la valorisation des métiers qui étaient jusqu'à présent, on va dire, on les appelait peut-être les invisibles, mais des métiers plus. Voilà. Gaël est revenu. Je vais repartir et vous dire à bientôt. Voilà, bonjour à tous. Désolé pour cette interruption. Je vais essayer d'aborder donc dans la première vingtaine de minutes entre nous un certain nombre de points. Ce que je vous propose, c'est d'abord le caractère plus ou moins prévisible de la crise actuelle. Ensuite, mon interprétation en tout cas sur les raisons de notre fiasco sanitaire. Troisièmement, les réponses économiques qu'on peut apporter à la crise aujourd'hui. Quatrièmement, la question de l'Union européenne et des relations internationales. Donc, premièrement, la question de la prévisibilité de la crise. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde que cette crise sanitaire, en tout cas le volant sanitaire de la crise, était parfaitement prévisible. Et il a été d'ailleurs tout à fait anticipé par un certain nombre de pays, beaucoup mieux préparés que nous, la France, à savoir Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, aussi semble-t-il le Japon et l'Indonésie. Pour des raisons assez simples, c'est que ces pays sont des pays voisins de la Chine, ont vu arriver les épidémies chinoises précédentes, les deux épidémies du coronavirus précédentes, 2002-2013. Ils ont vu arriver également la grippe aviaire, H5N1, etc. Et donc, ils savaient qu'une autre épidémie du même type arriverait tôt ou tard. Ils s'étaient préparés en conséquence. Par ailleurs, l'OMS avait également fait des alertes répétées depuis plusieurs années, en demandant à la Chine d'ailleurs de fermer ses marchés d'animaux sauvages à Pékin et à Wuhan, qui sont les lieux en fait où arrivent ces virus qui proviennent d'animaux sauvages dont nous ne connaissons pas en fait la virologie et par rapport à laquelle nous n'avons pas d'anticorps. Et la Chine n'a pas fermé ses marchés d'animaux sauvages pour une raison sans doute liée au fait qu'ils sont très prisés par la haute bourgeoisie chinoise qui aime beaucoup manger du pangolin le soir apparemment. Et puis dernièrement, en fait, depuis que les premières alertes ont été lancées par la Chine à la fin du mois de décembre, la revue scientifique Science avait documenté de manière extrêmement précise ce que l'on savait quasiment semaine par semaine sur la nature de la pandémie et son extension, de sorte que ça me paraît extrêmement difficile pour les autorités publiques de prétendre qu'elles n'étaient pas informées et que la crise n'était pas prévisible. Alors, le lien entre cette crise et le réchauffement climatique, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cet aspect. Je crois qu'il est multiple. Le premier lien, c'est que une bonne partie de la maltraitance que nous infligeons aux écosystèmes naturels favorise notre rapprochement et notre mise en contact avec des virus que nous ne connaissons pas. Donc le premier effet, c'est la déforestation. La déforestation nous met au contact d'animaux qui vivent dans les forêts profondes, qui ont
comme le pangolin ou les chauves-souris ou les serpents, des virus que nous ne connaissons pas et par rapport auxquels nos corps ne sont pas préparés. Et donc la déforestation, si nous la poursuivons comme nous le faisons actuellement, va provoquer de plus en plus de pandémies du même type que celle du coronavirus. Par ailleurs, le réchauffement climatique va également, ça c'est bien connu depuis des années, provoquer l'accélération et l'extension d'un certain nombre de pandémies tropicales. Je pense évidemment à la malaria, qui devrait toucher plusieurs milliards de personnes d'ici 2050. Donc il y a un lien étroit entre, d'un côté, ce que nous infligeons à la planète, et en particulier la biodiversité, et des pandémies de ce type-là. Je crois qu'il y a on peut dire, il y a une raison encore plus profonde, qui est que la racine de la crise écologique et la racine de cette pandémie sont la même, à savoir que l'humanité est devenue l'espèce animale, mammifère, prédatrice, située au sommet de la pyramide des prédateurs. Donc, c'est la même raison qui fait que nous sommes capables de détruire toutes les chaînes de reproduction de tous les animaux sur la planète, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, ce que nous faisons actuellement, parce que nous sommes le super prédateur de la planète, et qui fait que nous sommes également le véhicule privilégié d'extension des pandémies, parce que pour un virus, c'est beaucoup plus efficace en termes d'évolution biologique de se balader à partir de l'être humain, des 7,3 milliards que nous sommes, que de se balader par exemple sur le renne arctique qui est en train de disparaître à cause du réchauffement. Donc il y a une raison unique, profonde, à ces deux grandes crises, et je crois que ce à quoi ça nous appelle en premier lieu, c'est la première grande remarque qu'on peut faire à mon avis, c'est que ce à quoi nous sommes appelés, c'est apprendre à être le super prédateur que nous sommes, sans détruire pour autant les conditions naturelles d'existence de ce super prédateur, et en particulier en apprenant à ne pas nous mettre en contact des virus qui peuvent nous mettre en danger. Du côté des réactions des États, je crois qu'il y a plusieurs familles de réactions possibles qu'on a observées. La première, c'est la bonne, c'est celle qu'a mise en place Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, dans une moindre mesure le Japon et l'Indonésie, qui consiste à pratiquer un dépistage extrêmement rapide des premières personnes infectées, à les mettre en quatorzaine immédiatement, ainsi que toutes les personnes qu'elles ont fréquentées, et à généraliser le port du masque dès que la première alerte apparaît. Ça a permis, au moins à Taïwan, à la Corée du Sud et au Vietnam, de ne pas pratiquer le lockdown, de ne pas pratiquer le confinement, ce qui est évidemment beaucoup moins coûteux que ce que nous faisons nous en termes économiques. La réponse des pays occidentaux a été essentiellement celle que nous pratiquions déjà au Moyen-Âge, qui consiste à se confiner. Alors elle-même, elle a différentes variantes. Vous avez la variante allemande qui, semble-t-il, est la plus réussie, qui consiste à avoir dépisté beaucoup dès le début. Alors, semble-t-il, moins efficacement tout de même qu'en Corée du Sud, à Taïwan ou au Vietnam, mais malgré tout beaucoup plus efficacement que nous en France. Actuellement, depuis plusieurs semaines, l'Allemagne pratique au moins 500 000 tests par semaine. Et si j'ai bien compris, en France, nous nous acheminons doucement vers 200 000 par semaine, ce qui est évidemment très insuffisant. Mais ça n'a pas permis à l'Allemagne d'éviter le lockdown et donc des conséquences économiques assez désastreuses du confinement. Et puis vous avez la plupart des autres pays occidentaux, l'Italie, la France notamment, qui ont pratiqué le lockdown, donc le confinement avec très peu de dépistage, au moins au début. Et puis un certain nombre d'autres pays, c'est ça qui est le plus surprenant, qui ont hésité très longtemps. La France aussi, semble-t-il, a hésité au tout début, mais heureusement pas trop longtemps. Mais d'autres ont hésité beaucoup plus longtemps, évidemment, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil aujourd'hui, voire la Suède et les Pays-Bas, en se disant finalement le coût du confinement économique est tellement désastreux qu'on préfère courir le risque de pratiquer ce que Boris Johnson avait qualifié, enfin appelé l'immunité collective, l'immunisation collective, plutôt que de courir le risque d'un désastre économique. Et puis vous avez même, par exemple, le gouverneur du Texas qui a proposé que les vieux du Texas, je cite, se sacrifient pour pouvoir maintenir l'économie texane. Alors, dans ces différentes stratégies, je crois qu'il faut rappeler que la première et la seule qui marche, c'est celle qu'ont pratiqué les pays d'Extrême-Orient, c'est-à-dire le dépistage extrêmement rapide au tout début, avec quatorzaine, mise en quatorzaine et distribution des masques, et que c'est la seule manière de sortir du confinement aujourd'hui. Il n'y a pas de déconfinement raisonnable sans la mise en place d'un dépistage extrêmement systématique de toutes les personnes que l'on déconfine, ou au moins de sous-groupes statistiquement représentatifs qui permettront d'avoir une idée assez fine de l'étendue de la prévalence de la maladie, et puis la distribution systématique de masques pour tout le monde, puisque sans cela, nous allons avoir certainement une deuxième vague. Il n'est pas inutile de rappeler que, je crois, la grippe espagnole de 1918 a été extrêmement meurtrière, comme on le sait tous, puisqu'elle a tué plusieurs dizaines de millions de personnes sur cette planète, mais c'est surtout la deuxième vague qui a été la plus meurtrière. Voilà.
Quant aux pays qui ne pratiquent pas le confinement, je pense en particulier au Brésil, ils vont certainement, pour le Brésil en tout cas, avoir des centaines de milliers de morts, semble-t-il, sauf que, heureusement, un certain nombre de sous-États de la Confédération brésilienne ont décidé de pratiquer le confinement et donc ne se sont pas tenus au mot d'ordre de Bolsonaro, heureusement. Ce qui posera des problèmes de relations internationales, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des raisons de notre propre fiasco sanitaire, une fois que nous avons échoué dans la première partie, la première étape qui était le dépistage systématique et que nous avons choisi l'option du confinement, qui était la seule raisonnable une fois raté la première étape. Pourquoi était-ce la seule raisonnable? Je pense qu'il faut le redire parce que le virus est à la fois beaucoup plus contagieux que la grippe et légèrement plus létal, ce qui le rend extrêmement dangereux, parce que le fait qu'il ne soit pas trop létal fait qu'il se diffuse beaucoup plus rapidement. Alors le contre-exemple, évidemment, c'est Ebola. Ebola est beaucoup plus létal que le Covid-19, heureusement, le SARS-CoV-2, mais il est tellement létal qu'il tue très rapidement les personnes qui portent le virus et donc elles n'ont pas le temps de le transmettre. Et donc, paradoxalement, peut-être, au moins en apparence, Ebola est moins contagieux, en tout cas se répand moins vite que le coronavirus. Alors, la raison de notre propre fiasco sanitaire, en tout cas en France, je crois que c'est un énorme bug administratif lié à un état d'esprit, disons, de comptable qui, depuis une trentaine d'années, est persuadé que moins il y a de dépenses publiques, mieux on se porte. Alors, comme vous le savez sûrement, en fait, en 2007, à la suite de la grippe aviaire du H5N1, un sénateur qui s'appelle Éric Giraud, avec lequel j'ai pas de lien de parenté, en tout cas pas que je sache, François Giraud, pardon, a fait créer l'EPRUS, l'établissement de prévision et de réponse aux urgences sanitaires, en 2007, qui était en fait taillé sur mesure pour nous permettre d'avoir des réponses ordonnées, adaptées, complètement calibrées à ce type de crise, comme l'ont eu donc Taïwan, la Corée du Sud et le Vietnam. Et puis le budget de l'EPRUS a été divisé par 10 depuis 2007 et l'EPRUS aujourd'hui n'avait aucun moyen en fait d'aider l'administration française à faire face. Alors pourquoi a-t-on divisé par 10 le budget de l'EPRUS? Certainement parce qu'on a pensé que faire des stocks de masques, faire des stocks d'enzymes pour permettre la diffusion des tests, c'est de la dépense publique gelée, dormante, qui ne sert à rien et qu'il faut pouvoir éliminer. En tout cas, c'est un certain état d'esprit comptable qui prévaut dans une partie de notre administration et certainement à Bercy. Voilà, je crois que c'est ça la racine du problème. Il y a un autre aspect évidemment aussi qui est la réduction des budgets de la recherche médicale. Hein. Il y a un laboratoire sur le campus de Lumini à Marseille qui avait demandé depuis longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, à disposer de budget pour pouvoir faire en fait, pour pouvoir acheter en fait un cryomicroscope qui lui aurait permis d'étudier très en profondeur la structure des coronavirus et certainement d'accélérer la mise au point d'un vaccin, mais ça fait 10 ans que ce laboratoire n'arrive pas à avoir de budget. D'où la lenteur de la confection d'un vaccin qui sera peut-être produit en premier par la Chine ou par les États-Unis, mais pour lesquels il faudra pas attendre, enfin il faudra attendre au moins jusqu'à janvier 2021. Alors, donc je crois que c'est cette idée-là, hein, cette idée que moins il y a de dépenses publiques, mieux on se porte, qui est à la racine du problème chez nous, et que la privatisation du monde, c'est la solution à l'ensemble de nos problèmes. Ici, on voit que c'est exactement le contraire. Je crois que ce qu'on est en train de comprendre, y compris du côté des grands apôtres de la privatisation du monde, c'est qu'il n'y a pas d'économie, même d'économie capitaliste, sans un service public extrêmement puissant, et en particulier un service public sanitaire extrêmement puissant. Pour une raison simple que quelqu'un comme Boris Johnson, à ses dépens, est en train de découvrir, c'est que même s'il espère que seuls les pauvres vont être atteints par le virus, ça finit par remonter la chaîne de transmission des personnes jusqu'aux personnes les plus favorisées dans notre société. De sorte que la privatisation de la santé en particulier, c'est quelque chose qui n'est plus concevable à l'issue de cette crise. Si vous privatisez la santé, ça veut dire que se soigner va avoir un certain coût et ça veut dire que forcément les plus modestes d'entre nous n'auront pas les moyens de s'acquitter de ce coût et donc ne pourront pas se soigner. Si les plus modestes ne peuvent pas se soigner, ils contractent le virus et tout le monde est de nouveau contaminé. Donc, je crois que la conclusion logique, élémentaire, rationnelle de cette crise, c'est qu'il faut absolument reconstituer un service public sanitaire en France, en Europe, partout dans le monde, capable d'endiguer ce type de crise. Pourquoi j'ai dit partout dans le monde? Parce que ça aussi, je crois que c'est important de le souligner. Nous ne sommes venus à bout de la variole dans les années 70 que une fois que tous les pays ont pu distribuer un vaccin et s'immuniser contre la variole. S'il était resté un seul pays qui n'ait pas pratiqué le vaccin contre la variole, celle-ci aurait continué de pulluler et nous aurions encore des millions de morts aujourd'hui contre la variole. Autrement dit, ce qui est absolument vital, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux soins qui permettent de se prémunir contre ce type de pandémie. Tout le monde, y compris les réfugiés, y compris les sans-abri, y compris les personnes qui, malheureusement, sont les plus marginalisées dans nos sociétés.
Et donc, ça veut dire à la fois, dans un pays comme la France, il faut un service sanitaire public très efficace, mais également dans l'ensemble des pays. Ce qui implique qu'il faille désormais, très certainement, réapprendre une forme de coopération internationale beaucoup plus efficace que celle que nous avions mise en œuvre, qui n'a à peu près rien à voir avec la concurrence de tous contre tous, qui était d'une certaine manière le schéma sous-jacent à la globalisation marchande, mais qui a tout à voir avec l'apprentissage, disons, de la solidarité et de la coopération. Et puis, je crois, la deuxième grande leçon de notre fiasco sanitaire, qui devient un fiasco économique, et ça va me permettre d'arriver sur mon troisième point, c'est que nous faisons l'expérience que nos chaînes d'approvisionnement internationales sont extrêmement fragiles. Hein, il faut garder en tête que pour construire un iPhone, il faut, enfin, les pièces qui permettent de construire un iPhone traversent 43 pays avant d'arriver chez nous. Ceci nous rend extrêmement vulnérables. C'est pas impossible qu'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement alimentaires ou pharmaceutiques soient interrompues dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est de l'alimentaire, probablement ce ne sera pas le cas en France, heureusement, mais ça n'est pas du tout exclu que d'autres pays plus vulnérables que nous et moins dotés que nous du côté de l'agriculture souffrent dans les semaines qui viennent. Je pense à l'Angleterre et aux États-Unis. Et puis, c'est possible aussi qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Donc, ceci fait que nous sommes en train d'apprendre que il faut relocaliser, c'est-à-dire mettre fin à cette idée que c'est intelligent de faire 3 fois le tour du monde à n'importe quel produit avant qu'il n'arrive chez nous. Simplement, se relocaliser, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que avant de faire le grand changement, le jour d'après, le modèle que nous souhaitons tous advenir, hein, qui est celui de la transition écologique, en profitant de cette grande crise pour la mettre enfin en œuvre, il y a quand même un certain nombre d'urgences économiques auxquelles il faut réfléchir tout de suite. La première étant que, pour ce qui est de l'économie française, elle est très largement à l'arrêt. Donc 50% de l'industrie française, 50% des services, 85% du bâtiment sont à l'arrêt aujourd'hui. Et donc la question que ça pose, c'est comment remettre en marche l'économie réelle. Ce qui veut dire que la crise actuelle est très distincte de à la fois la crise de 2008 et la grande crise de 1929 avec laquelle tout le monde commence à la comparer aujourd'hui. Parce que ces deux autres crises étaient, disons, au moins en première analyse, d'origine financière. En tout cas, l'œil du cyclone était du côté de la sphère financière et s'est répandu ensuite du côté de l'économie réelle, même si on peut évidemment, et on a raison, s'interroger sur les racines profondes d'une crise financière elle-même. Cette fois-ci, l'œil du cyclone se trouve directement dans l'économie réelle. Et avec une crise à la fois de la demande et de l'offre, donc un effondrement de l'offre. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'entreprises qui ne peuvent plus travailler. Et puis un effondrement de la demande. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de ménages qui, même s'ils ont encore beaucoup de liquidités, ne peuvent plus les dépenser parce que tout est fermé et ils sont eux-mêmes confinés chez eux. Donc c'est ça qui est absolument nouveau dans la crise actuelle. Les conséquences en termes de PIB, donc vous savez qu'il y a beaucoup de débats et de calculs sur ces questions. Ça dépend des pays, ça dépend des économistes, mais disons, on peut certainement intuiter, même en faisant des petites règles de 3 élémentaires, que nous allons certainement marcher vers quelque chose comme moins 10% du PIB français, si on a un peu de chance, moins 7, moins 8, et des choses tout à fait analogues au niveau européen et même au niveau mondial. La Chine, en fait, ne s'en tire pas du tout mieux que nous, j'y reviendrai tout à l'heure. La conséquence la plus dramatique de ceci, c'est assez évident pour tout le monde, je pense, c'est le chômage. Donc vous avez vu les chiffres des États-Unis, hein, les États-Unis ont enregistré 10 millions de chômeurs de plus en un peu plus de 15 jours, 900 000 en Espagne. Chez nous, en France, le chômage partiel permet de limiter l'hémorragie temporairement, mais ça n'est que temporaire et on attend encore les chiffres pour mesurer l'étendue du désastre du point de vue du chômage. Ce qui est certain, c'est que la grande question qui va préoccuper tout le monde à la sortie du confinement, ça va être de remettre tout le monde au travail et de trouver du boulot pour tout le monde. Alors, ce type d'arrêt, de mise à l'arrêt de l'appareil productif va avoir une conséquence absolument désastreuse qui est que même si, il faut l'espérer, il faut le souhaiter, hein, l'État aide un certain nombre d'entreprises, de PME en particulier, à ne pas mettre la clé sous la porte, beaucoup d'entre elles ont très peu de trésorerie et vont se retrouver techniquement en faillite et ensuite incapables de redémarrer une fois le confinement terminé. Ce qui veut dire non seulement que les entreprises ont fermé, mais que les gens vont se retrouver au chômage, mais surtout qu'on ne pourra pas reconstituer ces entreprises. Pour une bonne partie d'entre elles, on ne pourra pas les ressusciter. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de savoir-faire qui va être perdu dans les mois et les années qui viennent. Et ça, c'est certainement la partie la plus dramatique de la crise économique qui nous occupe aujourd'hui, dans un contexte où, vu ce qui se passe en ce moment, très certainement, nous allons amplifier la pente déflationniste sur laquelle nous étions en train de glisser depuis des années, à cause de la crise de 2008. La pente déflationniste, ça veut dire que nous n'aurons pas d'inflation, nous n'en avions déjà pas beaucoup, nous n'aurons pas d'inflation, simplement des dettes qui vont continuer d'exploser, à la fois des dettes publiques et des dettes privées,
et une part du chômage qui va continuer d'augmenter tranquillement sans qu'il y ait une véritable reprise de l'activité. En tout cas, ça va être extrêmement lent et extrêmement douloureux pour tout le monde. Par rapport à ceci, les différentes réponses qui ont été mises en œuvre par les États concernés sont en partie à la mesure de ce qu'il faut faire. Je pense en particulier aux États-Unis, je vais y revenir dans un instant. Pour ce qui est de la France, je crois que c'est très insuffisant pour l'instant. Donc vous avez vu, le plan français, c'est en gros 300 milliards de garanties publiques pour les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages qui seraient en difficulté. Donc on peut que se réjouir dans un premier temps, en tout cas au moins que la garantie publique soit enfin utilisée de manière massive, alors qu'il y a encore quelques années, elle était réputée absolument équivalente à la dette publique, ce qui est évidemment pas vrai. Donc la garantie publique ne grève pas le bilan de la dette publique française. Donc l'État français met à disposition 300 milliards de garanties publiques, simplement c'est de la garantie sur des prêts bancaires. Donc ça suppose, pour que ça puisse être activé, que quelqu'un s'endette aujourd'hui. Or, la grande difficulté, c'est que l'essentiel des PME, voire des TPE et des ménages qui sont en difficulté, ils ont un besoin désespéré de liquidité, mais sans contrepartie aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout les moyens d'emprunter et de s'endetter davantage auprès du secteur bancaire. Donc, je crois que, je pense que beaucoup d'économistes sont d'accord avec ça, c'est très insuffisant. L'Allemagne fait la même chose, elle met 400 milliards, un peu plus, à disposition de ces entreprises et de ces ménages via des garanties publiques, mais la grande différence, c'est que l'Allemagne ajoute 250 milliards d'offres budgétaires pour accompagner les 400 milliards de garanties publiques, alors qu'en termes d'efforts budgétaires, la France fait 45 milliards. Et donc, c'est là qu'il y a un énorme gouffre qui nous sépare de la réaction allemande, c'est-à-dire que les Allemands ont 1000 paquets. Vous avez vu qu'ils ont distribué des chèques à Berlin, c'est 5 000 €, notamment pour les intermittents du spectacle, entre autres. Rien de tel en France, et je crois que c'est ça, pour l'instant, qui fait cruellement défaut à la réponse des autorités publiques françaises, c'est-à-dire une prise au sérieux de la gravité de la situation telle qu'on ne peut pas se contenter simplement de faire la garantie publique. Il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait la liquidité qui arrive, et à part l'État, personne ne peut la fournir. Alors, tout de suite un mot sur la BCE, évidemment, parce que je pense que tout le monde y pense en ce moment. La BCE, comme vous le savez, a pris la décision de réactiver sa politique non conventionnelle de rachat de titres qui lui permet de mettre 750 milliards à disposition du secteur interbancaire européen. C'est bien, c'est le bon niveau. Simplement, de nouveau, c'est encore du quantitative easing, mais c'est du quantitative easing ancienne manière, c'est-à-dire celui qu'on a utilisé après la crise de 2008. Or, on sait que le quantitative easing ne marche pas bien, parce que l'essentiel de ces tombereaux de liquidités reste captifs dans les bilans des banques, ou bien sont réutilisés par les banques pour continuer de spéculer sur les marchés financiers, ou bien, ce qui est plus vraisemblable aujourd'hui compte tenu de l'énorme crise boursière, vous avez vu que les marchés financiers ont perdu 30% de la capitalisation boursière mondiale en un peu plus de 15 jours, ou bien pour, par exemple, financer le pétrole et le shale aux États-Unis et au Canada. Alors, si les tombeaux de liquidités que la BCE aujourd'hui promet au marché interbancaire servent à ceci, évidemment, ce ne sera pas très utile pour l'économie réelle. C'est du côté de l'économie réelle qu'il faut intervenir aujourd'hui et pas du côté du secteur interbancaire. Donc, ça veut dire que ce que fait la BCE, c'est bien, mais c'est très, très insuffisant si on s'arrête là. Ce que fait la France, c'est bien, mais c'est également pas du tout au niveau des montants nécessaires qu'il faut pour soutenir l'économie réelle. Du coup, on est obligé d'entrer dans ce que certains estiment être des spéculations, mais ce qui me semble aujourd'hui tout à fait légitime, des solutions beaucoup plus hétérodoxes, mais qui sont véritablement discutées aujourd'hui. Alors, la moins hétérodoxe d'entre elles, évidemment, c'est la question des Corona Bonds, donc d'obligations européennes qui permettraient de mutualiser la dette publique au sein de la zone euro en émettant des obligations qui sont garanties par l'ensemble de la zone euro et pas État par État, ce qui permet au passage d'ailleurs de mettre fin à la spéculation financière contre les dettes publiques des pays de la zone euro. Vous savez qu'il y a une résistance très forte de la part des Pays-Bas aujourd'hui sur l'émission de ces Corona Bonds, j'y reviendrai à propos de l'Europe, mais ça me paraît évident qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse emprunter quelque chose comme 1000 milliards, au moins que ensuite l'Union européenne puisse mettre à disposition des États pour que ceux-ci puissent utiliser cet argent directement pour aider l'économie réelle. Une autre proposition dont vous avez tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, le helicopter money. Donc ça consiste en fait à créer de la monnaie, et pas simplement à l'emprunter sur les marchés financiers, mais à créer de la monnaie. Par exemple, la BCE, qui peut créer de la monnaie simplement en écrivant une ligne de code sur son écran d'ordinateur, et à mettre à disposition cette monnaie auprès des gens ou des entreprises, et pas auprès des banques. Donc ça, c'est un autre nom pour ça, c'est le quantitative easing for people.
Vous avez peut-être vu que la Banque d'Angleterre vient de décider de le faire. C'est assez extraordinaire, mais je crois que c'est très bien. On peut mettre ça à l'actif de son gouverneur, qui est un gouverneur exceptionnel, Mark Carney. Il faut espérer que la Banque Centrale Européenne finisse par se laisser convaincre que c'est une bonne idée. Évidemment, alors, pardon, ce que la Banque d'Angleterre vient de décider de faire, c'est pas exactement des hélicoptères monnaie, excusez-moi, c'est de racheter directement les titres de la dette publique de l'État anglais, donc c'est court-circuiter les marchés secondaires, c'est pas exactement l'hélicoptère monnaie, pardon. Mais j'espère en tout cas que la Banque d'Angleterre va y arriver et que la BCE elle-même va finir par se laisser convaincre, même si la marche est assez élevée. Donc, ce que vient de décider la Banque d'Angleterre, en particulier donc son gouverneur, Mark Carney, c'est de prêter directement à l'État. Donc, ça veut dire de mettre fin à la pseudo-indépendance de la Banque centrale. Vous savez que c'est un des grands tabous, un des grands dogmes qui structure la construction de la zone euro aujourd'hui, qui est la Banque centrale doit être absolument indépendante du pouvoir politique, ce qui veut dire, en d'autres termes, doit être antidémocratique. Ce tabou-là n'a absolument aucun fondement scientifique. Il n'y a aucune théorie économique valide aujourd'hui, à mon sens, qui permet de justifier l'indépendance de la Banque centrale, ce qui voudrait dire que la politique monétaire pourrait être rendue complètement indépendante de la politique budgétaire des États, ce qui n'a aucun sens d'un point de vue économique. Donc, je crois que la décision qui vient d'être prise par la Banque d'Angleterre est la bonne. Et là aussi, j'espère qu'on va avoir une réflexion à ce sujet au sein de la zone euro, même si cette fois-ci, ce sont les Allemands qui vont évidemment hurler si on commence à en parler. Et puis, il y a encore un certain nombre d'autres solutions hétérodoxes qui sont en discussion aujourd'hui, à mon avis, qui sont les bonnes. La plus intéressante, me semble-t-il, étant celle d'un État employeur en dernier ressort, c'est-à-dire d'un État qui se préoccuperait lui-même directement de créer des emplois. Alors, c'est un sujet qui est discuté depuis plusieurs années, hein, qui n'est pas découvert aujourd'hui. Ça ne veut pas dire du tout une étatisation complète de l'économie française, par exemple, hein, où tout le monde deviendrait fonctionnaire. Ça veut dire que l'État comprend que le secteur privé lui-même n'est pas capable de créer suffisamment d'emplois pour redonner du boulot à tout le monde et participe lui-même à la création d'emplois. En fait, au Danemark, en Angleterre et en Irlande, vous avez vu que ces trois États-là se sont engagés à financer entre 70 et 80% des salaires des personnes pour qu'elles puissent continuer de travailler. C'est une manière de socialiser le salariat. Et au Danemark, par exemple, l'État commence à réfléchir à l'idée de prendre en charge également les charges des entreprises. Et donc, le Danemark va très très loin dans la question de, disons, la prise en charge de la dépense des entreprises et donc d'une certaine manière l'étatisation de l'économie et du secteur privé. Ça ne veut pas dire que ce sont les fonctionnaires qui vont se substituer aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire que l'État prend à sa charge une partie, la plus grande partie, du coût du fonctionnement de l'entreprise. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir, et en particulier pour la France, même s'il n'est pas du tout certain que ce soit cette direction que veuillent explorer les autorités publiques françaises. Et peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que je suis un petit peu trop long, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en France pour reconstruire l'économie française. Je voudrais juste terminer par deux mots. Le premier, c'est, il me paraît assez évident que l'Union européenne aujourd'hui court un risque majeur de dislocation à la fin de cette crise, si elle ne se montre pas plus solidaire. En particulier si les Pays-Bas continuent de vouloir conditionner toute aide via le SME à l'Italie à, par exemple, des réformes structurelles. Vous avez vu que la colère est en train de monter très très fort en Italie, en Espagne, au Portugal, et à mon avis à juste titre, sur la très très faible solidarité au sein de l'Europe. Et évidemment, à l'issue d'une crise comme celle-ci, un certain nombre de gens vont se poser la question, si l'Union européenne, la zone euro ne nous permet pas d'être solidaires face à des crises comme celle-là, à quoi sert-elle? Et donc je pense qu'il y a un enjeu absolument colossal à comprendre, y compris du côté de nos amis allemands et néerlandais, que la solidarité européenne, c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour sauver le projet politique européen. Et puis, un dernier mot avant de vous laisser la parole sur la dimension internationale. C'est assez évident qu'aujourd'hui, la Chine essaye de redorer son blason et de prendre un certain leadership au niveau international, analogue à celui qu'avaient pris les États-Unis en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est la Chine qui est à l'origine du problème, que la Chine, les autorités chinoises ont masqué la gravité de la pandémie pendant presque un mois, ce qui a fait prendre beaucoup de retard à l'ensemble de la communauté internationale sur la prise de conscience de la gravité du problème,
que le bilan des morts en Chine est nettement supérieur à ce que disent les chiffres officiels. Donc, ce que donnent un certain nombre de sites internet de Chinois dissidents, c'est pour la seule province de Hubei, où se trouve Wuhan, 750 000 morts pour la seule province de Hubei, et pour l'ensemble de la Chine, peut-être 2 millions de morts. Donc, on est très très loin du succès que Xi Jinping essaie de s'attribuer à lui-même dans sa propre propagande d'État. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention aux tentatives de récupération par la Chine de la crise qu'elle a provoquée sur l'ensemble de la planète. En outre, l'aide qu'elle a apportée à l'Italie n'était pas du tout une aide gratuite. En fait, les Italiens ont dû acheter le matériel médical chinois qui leur a été apporté par la Chine. Donc, la solidarité chinoise avec l'Europe est extrêmement relative. Voilà. Alors, par ailleurs, c'est vrai aussi que les États-Unis font la démonstration aujourd'hui du fait qu'ils ont complètement perdu le leadership sur l'ensemble de la planète. La réaction américaine aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle qui avait pu être la sienne en 2008, par exemple. Ce qui va poser un énorme problème sur la structure, disons, multilatérale de la planète et sur les possibilités de mise en œuvre de la coopération telle que je l'avais appelé de mes voeux tout à l'heure à propos de l'éradication de la maladie. Donc je crois que le grand défi, on pourrait dire politique, philosophique, intellectuel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de devoir apprendre à relocaliser une partie de notre production, à produire français, à réindustrialiser l'économie française. Parce que nous ne pouvons pas continuer à être aussi dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales que nous sommes aujourd'hui, et dans le même temps, à apprendre à collaborer et à coopérer avec l'ensemble de la planète pour pouvoir nous préparer tous ensemble aux prochaines pandémies. Parce que malheureusement, on sait qu'il y en aura d'autres. Ce coronavirus n'est pas le dernier. Je pense qu'il pourrait fort bien muter dans les semaines ou les mois qui viennent et devenir malheureusement une épidémie saisonnière. Et même s'il ne le devenait pas, de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup d'autres pandémies du même type. Le réchauffement climatique est en train de nous les préparer. Donc, il est indispensable aussi que nous fassions l'apprentissage de cette coopération. Voilà, je vous laisse la parole. Hop. Merci Gaël pour ces éléments. Je vais essayer de voir si j'ai bien compris ce que vous nous avez apporté. Donc la crise actuelle est une crise qui aurait pu être prévisible, puisque elle a déjà été, il y a déjà eu des crises un peu similaires sur des virus qui étaient assez proches. Elle ne l'a pas été dans un État comme le nôtre du fait d'une déprise de l'investissement sur la santé. Puisque depuis un certain nombre d'années, il y a un état d'esprit qui est moins on dépense, mieux on se porte. Dans ce contexte-là, l'arrivée du corona a fait que il a fallu confiner les gens parce que la priorité qui a été choisie, c'était une priorité de protéger les personnes par rapport à l'économie, donc on a ralenti, et faire en sorte que ce massif puisse permettre de faire en sorte de ne pas saturer le système de santé et donc, tel qu'il est aujourd'hui, et donc de maximiser les chances de sauver des personnes. Pour autant, on s'est aperçu qu'une économie qui n'avait plus de relations était une économie qui était très compliquée à relancer. En tout cas, c'était pas du tout le même type de crise que celle qu'on a connue en 2008, où là, c'était une crise de la finance, alors que là, en fait, on a une crise de l'offre et de la demande, et qu'aujourd'hui, l'enjeu est un enjeu de réussir à relancer cette économie, on va dire réelle, alors même si j'aime pas le terme, cette économie de base, pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà quelques éléments, et puis je pense que je reprendrai d'autres choses dans les questions. Permettez-moi de vous poser la première qui a été écrite par Mathilde et qui est celle qui recueille le plus de votes sur le module Ask a Question et qui fait aussi écho à votre spécialité d'être à la fois économiste mais très branché écologie. Elle nous pose la question suivante: comment concilier et donc transition et donc peut-être fin d'une certaine croissance économique avec la problématique de l'emploi et la nécessité de générer du revenu pour vivre. Voilà. Bon, c'est une question énorme qu'on ne va pas traiter en 2 minutes aujourd'hui et qui se posait déjà avant la pandémie, qui se posera après la pandémie. Disons qu'il y a un certain nombre de considérations globales de base qu'on peut énoncer qui sont la révolution industrielle, donc la révolution thermo-industrielle sur laquelle nous vivons aujourd'hui depuis 2 siècles et demi, qui a
constitué essentiellement à substituer du pétrole, du gaz et du charbon aux énergies que nous utilisions précédemment, les énergies naturelles, renouvelables. Cette révolution industrielle, en fait, lutte contre l'emploi, au sens où le pétrole est une énergie extrêmement productive, tellement productive que c'est plus pratique pour nous de substituer des machines qui fonctionnent au pétrole à des humains que d'essayer de nourrir des humains. C'est d'ailleurs l'une des raisons probablement pour lesquelles on a mis fin à l'esclavage au XIXe siècle. La transition écologique, ça consiste à substituer aux 3 hydrocarbures fossiles, pétrole, charbon, gaz, des énergies qui sont moins productives, toutes intrinsèquement moins productives, et qui demandent donc davantage de main-d'œuvre. Alors, je donne un exemple, c'est l'agroécologie. Du côté de l'agriculture, c'est sûr que si on utilise moins de pesticides, moins d'engrais chimiques, on a besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. C'est une très bonne nouvelle pour le climat parce qu'on pollue beaucoup, beaucoup moins. Et c'est une très bonne nouvelle aussi pour la nourriture parce que ce qu'on mange est meilleur et les sols eux-mêmes sont aussi productifs à condition qu'on ait suffisamment de bras pour cultiver. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'exemple paradigmatique. Passer de l'agriculture industrielle dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui à l'agroécologie, c'est le meilleur moyen de répondre à l'ensemble de ces questions. Ensuite, est-ce que ça va faire baisser le PIB ? C'est possible. J'en sais rien en fait. Et ça n'a pas une énorme importance dans la mesure où le PIB est un très mauvais indicateur. Donc, mon point de vue par rapport à cette énorme question, décroissance, pas décroissance, c'est arrêtons de nous poser la question de la croissance ou de la décroissance. Le PIB, de toutes les manières, ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Mais posons-nous la question de comment on crée des emplois dans l'agriculture aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce serait l'une des urgences à mettre en œuvre aujourd'hui, puisqu'on manque de 200 000, 300 000 saisonniers dans l'agriculture française en ce moment. Mais la grande difficulté, et quelqu'un comme Hélène Le Thénault a beaucoup attiré l'attention là-dessus dans un papier qu'elle a sorti il y a quelques jours, et à mon avis à juste titre, c'est une question de formation professionnelle. C'est-à-dire que vous et moi, Pierre, si on nous envoie dans les champs demain matin, même avec mes petits bras, je ferai beaucoup d'efforts, mais je ne serai pas très productif, parce qu'il me manque beaucoup de savoir-faire. Et donc, on ne peut pas tous se reconvertir demain matin à la transition écologique. Et donc, si on veut à la fois créer des emplois, améliorer la balance commerciale française, parce que la balance commerciale française, elle est déficitaire, à cause du fait que nous importons 70 milliards de pétrole chaque année. Tenir nos engagements à l'accord de Paris en 2015 et avoir un mode de vie plus sain, plus sympa et plus cool, il faut faire la transition, mais ça suppose d'apprendre des techniques, des savoir-faire que les urbains bureaucrates, que nous sommes pour une bonne partie d'entre nous, ne connaissent pas. Et donc là, il y a un énorme travail d'apprentissage à mettre en œuvre. D'accord, je vais laisser la parole à Audrey qui a une question ensuite. Merci Gaël. Oui, on a une question là en lien donc de la part de Saint-Fort qui nous dit comment promouvoir à la fois des circuits courts, le local, l'autonomie régionale ou nationale qu'on a pu évoquer, et éviter le repli sur soi surtout, et le protectionnisme qui pointe le bout de son nez, ainsi que le populisme. Alors, je pense qu'il faut apprendre à distinguer les termes. L'Europe de l'Ouest était protectionniste pendant les 30 Glorieuses. Et nous ne nous sommes pas fait la guerre, nous avons discuté entre nous, construit le projet européen. Voilà. Le protectionnisme, ça concerne l'échange des biens. Les relations internationales, ça concerne aussi l'échange des idées, des personnes, et c'est quelque chose de distinct. Donc on peut être protectionniste du point de vue économique et tout à fait mondialiste, si je puis dire, du point de vue des idées et des échanges de personnes. Ce sont deux sujets complètement différents. Inversement, la France et la Prusse venaient de signer un traité de libre-échange peu de temps avant 1870, date à laquelle, comme vous le savez, nous nous sommes fait la guerre. Donc le libre-échange n'est pas du tout le synonyme de la paix et le protectionnisme le synonyme de la guerre. Je crois qu'il faut vraiment distinguer ces deux choses, et je crois que ce que nous allons avoir à réapprendre, mais alors, après on peut rentrer dans le débat technique là-dessus, hein, je peux vous donner quelques éléments, mais ce que nous allons avoir à réapprendre aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire ne pas croire que la concurrence de tous contre tous et l'ouverture de toutes les frontières et l'abolition des barrières aux échanges internationaux, c'est le nec plus ultra, parce que ça nous fragilise, ça nous vulnérabilise, comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Mais dans le même temps, ne pas sombrer à la tentation populiste, ou nationaliste, qui est de nous replier sur nous-mêmes et de refuser d'avoir des relations avec les autres, parce que dans ce cas-là, nous ne serons pas capables de faire face à la prochaine pandémie. Puisque pour faire face à la prochaine pandémie, mais même d'ailleurs à celle-ci, parce que nous ne l'avons pas encore terrassée, il faut absolument une coordination internationale et une coopération internationale, comme nous l'avons fait pour éradiquer la variole. Donc là, voilà, il y a une espèce de défi à relever, mais je suis sûr que l'humanité est suffisamment intelligente pour apprendre à le faire.
Alors, à mon avis, la réponse clé dans cette affaire-là, c'est le concept des communs mondiaux, des biens communs mondiaux. La santé en est un, puisque nous savons maintenant que la santé d'un paysan guinéen, ça nous concerne, c'est Ebola. La santé d'une famille chinoise à Wuhan, ça nous concerne, c'est le coronavirus. Et en même temps, heureusement, il n'y a pas d'État mondial pour traiter la santé comme un bien public qu'une administration mondiale, fût-ce celle de Xi Jinping, surtout pas, ni celle des États-Unis, pourrait administrer pour tout le monde. Donc, il faut une coopération internationale où chacun prenne conscience du fait que nous avons tous mutuellement intérêt à être coopératifs. Heureusement, il existe déjà des exemples de coopération de cette nature qui, justement, en plus, concernent la santé. Le plus bel exemple, à ma connaissance, c'est un organe qui s'appelle DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des médecins français à Genève et qui s'occupe de produire des médicaments pour des maladies négligées par le secteur privé. Par exemple, l'hépatite C en Égypte, qui est vendue par DNDi très peu cher. De mémoire, je crois que c'est 300 ou 400 $ la thérapie, contre plusieurs milliers d'euros en France. Et DNDi, c'est un conglomérat où vous avez à la fois l'industrie pharmaceutique privée, des États, des ONG, qui apprennent à travailler ensemble et à produire ce que ni le privé tout seul, ni les États tout seuls, ni les ONG toutes seules n'arrivent à produire. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire au niveau international, parce que l'OMS, donc l'OMS c'est une création, disons, typiquement onusienne, basée sur la grande idée de la Société des Nations des années 20, mais vous avez remarqué premièrement que presque personne n'a écouté l'OMS depuis quelques mois, même si l'OMS depuis longtemps avertissait que ce type de pandémie allait arriver, et que nos autorités ont un mal incroyable aujourd'hui à écouter davantage l'OMS que le FMI. Donc l'OMS, c'est le multilatéralisme qui prévalait jusqu'à il y a quelques années. Je crois que ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas. Je ne dis pas qu'il faut abolir l'OMS, pas du tout, mais c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut créer d'autres institutions internationales qui mettent en collaboration autour de la table le secteur privé, on en a besoin, les États, sans eux on ne peut rien faire, et la société civile. Voilà, ça c'est un exemple d'institution internationale qui permettrait de traiter la santé comme un commun, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Et ça nie ni les grands vents de la concurrence, de la globalisation marchande des 40 dernières années, ni le repli sur soi nationaliste ou populiste. Gaël, vous parliez beaucoup de la santé. On a vu en début de crise des questions où les gens sont allés chercher des substances, ou des éléments de subsistance, farine, sucre, papier toilette aussi, mais bon, œufs. Santé, c'est un point clé, mais l'alimentation. Aujourd'hui, on est quand même sur une planète où on est très nombreux. On parle beaucoup de coordination au niveau de la santé, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'alimentation? Même la France, par exemple, est très dépendante de ces importations du Brésil, par exemple, pour tout ce qui est aviculture, donc élevage de poulets ou élevage de porcs. Comment on peut imaginer cette question de l'alimentation? Parce que vous l'avez esquissé avec la main-d'œuvre agricole. Voilà. Alors, deux choses là-dessus, je dirais très rapidement, parce que le temps passe. La première, c'est la France ne court probablement pas le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement alimentaire, parce qu'heureusement, nous avons encore une agriculture extrêmement puissante et j'ai des amis agriculteurs aujourd'hui qui travaillent extrêmement durement pour que nous n'ayons pas de problème d'acheminement alimentaire en ce moment. Heureusement, merci pour eux. Deuxièmement, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la balance commerciale française, elle est telle que, essentiellement, nous importons tout ce qui n'est pas de la biomasse et nous exportons la biomasse. Et donc, nous sommes quand même globalement des exportateurs, nous, de biomasse, ce qui veut dire que sur le côté agricole, évidemment, nous dépendons pour les poulets et pour les porcs d'autres pays, mais comme de toutes les manières, il va falloir aussi apprendre à manger de moins en moins de viande, sinon presque tous à devenir végétariens dans les années qui viennent, ça ne me semble pas une dépendance absolument centrale. Donc la France est pas mal lotie du point de vue de l'agriculture, en tout cas beaucoup mieux qu'un certain nombre d'autres pays. Au niveau international, c'est clair qu'il y a un énorme effort de coopération à mettre en œuvre, mais ça c'est vrai depuis plusieurs décennies. La planète a largement de quoi produire en production agricole, de quoi nourrir la totalité de la planète aujourd'hui, y compris les 7,3 milliards que nous sommes. C'est pas un problème de capacité de production, c'est un problème de distribution. Et vous savez que la corne est de l'Afrique aujourd'hui est probablement en train de tomber dans une famine extrêmement sévère. Peut-être d'autres régions d'Afrique subsaharienne, je ne sais pas. En tout cas, à coup sûr, malheureusement, la corne est de l'Afrique.
Donc là aussi, bon, la FAO est complètement insuffisante et là aussi, il y a des efforts de coordination. La difficulté que je vois, c'est l'impact d'une famine dans des pays du Sud, c'est des hordes de migrants qui arrivent. Il va y en avoir beaucoup de toutes les manières. Vous savez que la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards au moins le nombre de réfugiés qui vont se balader sur la planète dans la deuxième moitié de ce siècle. Donc c'est clair qu'il faut aussi que nous réfléchissions à ça, nous, Européens, c'est comment aider, y compris maintenant, de toute urgence, le continent africain, de manière à ne pas nous retrouver avec des problèmes, disons, de populistes majeurs le jour où des millions d'Africains vont vouloir arriver en Europe. Il faut les aider à être heureux et à vivre en Afrique pour que nous puissions collaborer avec eux. Et d'ailleurs, comme le disait il n'y a pas très longtemps Kakonou Bokpo, un ami, l'ancien ministre de la Prospective du Togo, une autre Afrique est possible et elle peut être construite à l'issue de cette pandémie. Donc il faut absolument aussi que l'Europe aide le continent africain à le faire, pas en donnant des leçons sur leur problème. Franchement, sur la crise, nous n'avons aucune leçon à donner. Mais par exemple, c'est un premier pas, et c'est la France qui l'a proposé, en annulant tout de suite une bonne partie des dettes publiques des pays africains, de manière qu'ils ne soient pas au moins contraints par ceci. Question qui va se poser également pour l'Europe. Il faudra également songer en Europe, à mon avis, à annuler les dettes publiques. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous me poserez une question là-dessus. Ce sera également, à mon avis, une question qu'il faudra se poser. Merci. Merci Gaël. On a parlé de beaucoup, on évoque beaucoup de concepts économiques, hein, et là il y a eu beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça. Selon vous Gaël, justement, dans ces idéologies économiques d'aujourd'hui sur lesquelles notre société est bâtie, et ben lesquelles sont majoritairement remises en question là en ce moment, lesquelles sont questionnées? Lesquelles quoi? Pardon, j'ai pas compris. Lesquelles sont questionnées, sont remises en question, principalement. Lesquelles quoi? J'ai pas entendu le sujet de la phrase. Excusez-moi, idéologie économique, beaucoup de... Ah oui. De ça, en fait. Bon, je crois que ce qui est quand même très largement remis en cause aujourd'hui, c'est l'idée que moins il y a de dépenses publiques, mais on se porte. Hein. Cette idée-là, qui est l'axiome de base, disons, de l'austérité budgétaire, elle provient d'une erreur de fond qui habite la totalité de l'économie néolibérale, hein, pour être un tout petit peu plus précis, l'économie néoclassique, c'est que la dépense publique nuit à l'économie. En réalité, c'est le contraire. Si vous êtes dans une économie qui est en situation de déflation, comme c'est le cas aujourd'hui, et que ce sera encore plus le cas dans les semaines qui viennent, le seul acteur qui puisse continuer de dépenser sans mourir, c'est l'État. Et si l'État continue de dépenser, il permet à l'activité économique de continuer d'exister, sans quoi tout s'effondre. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est, bon, c'est assez clair, qui est en train d'être remis en cause, y compris dans le discours du président de la République en France. Hein, c'est l'État, en fait, n'est pas le problème, mais c'est la solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut étatiser la totalité de l'économie, mais que sans un service public, notamment de santé extrêmement performant, on ne peut absolument pas avoir d'économie, même une économie capitaliste. Ça, je pense, c'est la première idéologie qui tombe. La deuxième idéologie qui tombe, c'est le fait que la mondialisation rend tout le monde heureux et tout le monde plus prospère. En réalité, on le savait déjà, ça n'est pas vrai. La globalisation marchande, les travaux macroéconomiques qui ont été mis en œuvre pour essayer de mesurer empiriquement combien elle a fait gagner à la planète, conclut dans le meilleur des cas à quelques centaines de milliards de gains de dollars sur la trentaine d'années qui précèdent, ce qui est rien du tout. Et c'est essentiellement la Chine qui en a profité. Donc la globalisation marchande n'a pas profité à un grand monde, sinon à une toute petite partie de la population. Et elle aussi, elle est évidemment remise en cause à travers ce qui nous expose à la figure, c'est-à-dire la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement dont nous dépendons aujourd'hui. Gaël, j'ai une question qui nous est arrivée par des jeunes, par quelqu'un qui s'appelle Déborah et qui organise ce qu'on appelle les Conf Kids, des conférences pour les enfants. Je vais vous la lire. Vous parliez au début de vidéos de l'homme comme d'un super prédateur dont il fallait préserver la position de super prédateur tout en faisant en sorte qu'il ne soit pas délétère pour son environnement. N'est-ce pas antinomique? Est-ce que cette position de super prédateur ne fait pas partie des idéologies remises en cause ou à remettre en cause? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense que ce qui est à remettre en cause, c'est l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, c'est-à-dire un homme qui, et c'est pas un hasard, est un mâle blanc, tout seul, armé de la géométrie et qui n'a aucun lien avec la nature. Et aucun lien avec le genre féminin au passage, d'ailleurs.
donc c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est cette espèce de sujet occidental dans une solitude métaphysique totale qui ne devrait rien à personne et qui ne serait pas en dépendance radicale très profonde avec les autres humains et avec son environnement. Le fait que nous soyons capables de détruire la planète, ça, c'est pas une question d'idéologie. Je veux dire, le fait qu'aujourd'hui on soit biologiquement le superprédateur de l'ensemble du règne animal, c'est pas d'ordre idéologique. Ce qui est idéologique, c'est ce que nous en faisons. Et c'est ça qu'il faut que nous apprenions. C'est-à-dire, nous avons une puissance extraordinaire à notre disposition. Et ce dont nous devons apprendre, c'est à utiliser cette puissance intelligemment, c'est-à-dire en coopérant avec le règne du vivant, en apprenant à vivre en bonne intelligence avec l'ensemble du vivant et l'ensemble des écosystèmes dont nous dépendons aujourd'hui plutôt que de le détruire. C'est ça. Et c'est là que l'idéologie et notamment la question de l'homme de Vitruve entre en jeu. Pardon. Pardon, petite récupération. On parle de l'homme justement, beaucoup de questions sur nous en tant que particulier dans la société dans laquelle on vit. Quelles premières actions en fait on pourrait initier chacun? Bon, là, c'est un sujet énorme. Il y a beaucoup de choses que chacun peut mettre en œuvre aujourd'hui. La première, je le rappelle, je le redis, hein, c'est une évidence pour tout le monde, mais c'est de garder de manière extrêmement stricte le confinement. Tant que nous n'avons pas de distribution de masques systématiques et de dépistage systématique de sous-groupes statistiques, d'échantillons statistiques qui permettent de tracer la maladie, la deuxième vague qui va nous arriver. Et après, tout ce qui peut être mis en œuvre, alors ça dépend complètement de l'endroit où on habite, mais en gros, vous voyez, à mon avis, le grand projet pour l'économie française dans les années qui viennent, c'est d'une part la rénovation thermique de tous les bâtiments. Donc ça dépend de l'État, mais l'État peut le mettre en œuvre tout de suite. Donc c'est les collectifs citoyens qui peuvent faire pression sur la puissance publique pour que la puissance publique mette en œuvre aujourd'hui la rénovation thermique de tous les bâtiments, privés et publics, mais en particulier publics, ce qui permettrait de réhabiliter la totalité de nos petites villes de province, les centres-villes de province, qui sont souvent malheureusement en piteux état, qui créeraient des emplois partout. Ça créerait tellement d'emplois qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée dans le BTP pour le faire. Et donc, il faut créer les filières d'apprentissage. Bon. Donc là, il y a un énorme chantier sur lequel on peut faire pression sur les autorités publiques. À titre individuel, tel ou tel, si ça l'intéresse, évidemment, si c'est sa vocation, peut aussi se former du côté des bâtiments écologiquement vertueux. Là aussi, il y a toute une filière d'apprentissage qu'il faut réussir à mettre en œuvre, qui existe déjà en partie et qui constitue un vivier d'emploi, à mon avis, extrêmement intéressant pour les années qui viennent. Ça, c'est pour se loger. Il y a évidemment un aspect urbanistique majeur qui est comment reconstituer des petites villes plutôt circulaires, pour ceux qui connaissent ça, c'est l'inégalité isopérimétrique, plutôt circulaire, très dense, avec du transport public à l'intérieur de chaque petite ville et des circuits agricoles courts, plutôt d'agroécologie, avec de la nourriture qui est acheminée par train en centre-ville, près de la gare. Donc vous voyez que si c'est ça le schéma urbain pour nous dans les années qui viennent, chacun de nous peut prendre ses dispositions, c'est-à-dire il faut renoncer à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire avec ses 3 piscines, il faut renoncer à aller se nourrir au supermarché qui est à 4 km en voiture, et il faut reconstituer des liens à l'intérieur de nos villes, de manière à avancer le plus vite possible dans le sens de ce schéma urbain ici, dont je viens de parler. Et donc ça dépend évidemment des communes, ça dépend des communautés de communes, mais ça dépend aussi des citoyens qui sont capables à la fois de dialoguer et de constituer eux-mêmes le réseau urbain, puisque celui-ci ne se décrète pas d'en haut. Et puis, il y a la mobilité. Donc, il y a se loger, il y a ensuite la mobilité. La mobilité, vous le savez bien, c'est avancer le plus vite possible vers une mobilité verte. Et donc, ça veut dire prendre le moins possible l'avion, voire plus du tout, en tout cas, plus du tout pour les transports, les déplacements à l'intérieur du même continent, donc intracontinentaux. Mais également, par exemple, troquer le plus vite possible sa voiture à moteur thermique contre une voiture électrique. Ça, c'est très clair. Et faire pression à la fois sur nos autorités publiques et sur le secteur privé pour avancer le plus vite possible vers des transports publics à l'hydrogène. Nous avons un champion sur l'hydrogène qui s'appelle Air Liquide, qui est tout à fait capable de faire ça. Et là aussi, c'est un bassin, un vivier d'emploi absolument extraordinaire qu'il faut pouvoir mobiliser. Et puis, alors, il y a encore un autre aspect, à mon avis, qu'on peut souligner, sur lequel chacun d'entre nous peut contribuer, c'est la constitution des éco-villages et tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire, les communs locaux et les monnaies locales.
Donc ça, chacun de nous peut y participer, c'est-à-dire transformer le village auquel j'appartiens en un éco-village, dans lequel la totalité des déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, toute électricité provient d'énergie renouvelable, on pratique de la permaculture de la manière la plus répandue possible, etc., etc. Donc ça, il y a un apprentissage à mettre en œuvre, hein, il y a beaucoup de coordination collective, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence, d'imagination et de créativité qui peut être mise en œuvre. Pour ça, les monnaies locales sont une vraie opportunité. Chacun d'entre nous peut, avec d'autres, construire une monnaie locale. Il en existe des milliers en France déjà. Et je ne peux que nous encourager à utiliser cet outil, surtout dans un contexte où, dans les années qui viennent, c'est possible que la monnaie en circulation vienne à manquer à un certain nombre de collectifs parmi nous. Voilà, ça, ce sont quelques pistes. Il reste que les petits gestes du quotidien pour réduire l'empreinte écologique qui peut être la mienne à titre individuel tout seul. La société Carbone 4 a fait des calculs là-dessus et conclut que ça permet au maximum de réduire de 20%, peut-être 30% si je suis un ascète franciscain extrêmement austère, de 30% mon empreinte en termes de CO2, mes émissions de CO2. Donc c'est très insuffisant puisque si on veut avoir quelque chance de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut réussir à obtenir la neutralité carbone avant 2070, hein, plutôt 2060 au niveau mondial. Et donc, ça veut dire que les petits gestes du quotidien sont absolument nécessaires, mais très insuffisants. Il faut aussi absolument que l'État s'engage. Sans l'État, on ne peut pas le faire. Et donc ça dépend de nous aussi comme citoyens. Il faut qu'on vote, il faut qu'on alimente le débat public et qu'on fasse pression sur nos politiques pour qu'ils mettent en œuvre cette transition écologique. Vous avez parlé des monnaies locales, de l'action locale. Il y a dans l'ensemble des questions qu'on a pu relever des éléments autour de la gouvernance. Alors la gouvernance d'abord d'un côté du système financier. Est-ce que et pour l'illustrer, j'ai une question qui est: pensez-vous qu'un modèle décentralisé de la finance et de l'économie, avec des monnaies qu'on appelle virtuelles, Bitcoin, crypto-monnaie ou technologie blockchain par extension, qui sont pas forcément les choses les plus accessibles à tout le monde, se positionne en tant qu'alternative viable au modèle actuel? En creux de cette question, c'est finalement quelle gouvernance demain pour la finance mondiale? Est-ce que on la laisse fonctionner telle qu'elle est, ou est-ce qu'on invente d'autres modèles de gouvernance? Bon, c'est une énorme question qu'on ne va pas pouvoir résoudre en 2 minutes non plus. La finance mondiale, je n'ai aucune idée de la manière dont elle va évoluer dans les mois qui viennent. Ce qui est certain, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a perdu un tiers de la capitalisation boursière en quelques semaines. C'est possible qu'on ne soit pas du tout à la fin du krach financier, surtout si on se rend compte, comme ça va probablement être le cas, que l'économie américaine va enregistrer quelque chose comme 30% de chômeurs à la fin de cette année. Donc il est possible que ça génère de nouveau une panique de la part des marchés financiers. En plus, dans un contexte où le baril pétrolier est très faible, autour de $20 le baril, ce qui est très insuffisant pour le pétrole américain, et ce qui veut dire à terme d'énormes difficultés financières pour le secteur pétrolier américain, qui est lui-même intrinsèquement et très profondément relié à la sphère financière. Et donc, bon, tout ceci crée un contexte dans lequel on peut craindre malheureusement que ce qui a déjà été perdu non seulement ne soit pas récupéré, mais ne soit que le début d'un krach financier monumental. Donc je ne sais pas très bien comment ceci va évoluer dans les mois qui viennent. Ce qui me paraît très clair, c'est que dès avant la pandémie déjà, le circuit macroéconomique qui était sous-jacent à l'explosion de la bulle financière avait été grippé, c'est-à-dire que jusqu'en 2008-2009, la Chine était l'usine du monde et recyclait une partie de ses excédents commerciaux dans la sphère financière de Londres et des États-Unis. Et ces excédents commerciaux permettaient d'alimenter la machine financière. Depuis 2009, ça n'est plus le cas. La Chine a réorienté sa production industrielle sur son propre territoire et ne recycle plus ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale. Et donc celle-ci n'est plus alimentée que par les quantitative easing, les politiques d'assouplissement monétaire quantitatif mises en œuvre par les banques centrales. Donc elle est alimentée de manière complètement artificielle par les banques centrales. Est-ce que les banques centrales vont continuer d'alimenter la sphère financière dans les années qui viennent? J'en sais rien. Ça me semblerait une mauvaise idée dans la mesure où ça voudrait dire qu'on ferait de nouveau gonfler une nouvelle bulle qui éclatera tôt ou tard. Ce serait vraiment une mauvaise idée. En tout cas, si elle n'est plus réalimentée par les banques centrales, nous n'aurons plus de nouvelles énormes sphères financières telles que nous la connaissions dans les années qui ont précédé.
Le marché des actions lui-même se réduit depuis plusieurs années, hein, il perd 2% par an depuis plusieurs années, ce qui voudrait dire que dans 30 ans, il n'y a plus d'actions. Il n'y a plus de marché d'actions international si ça continue. Donc voilà, la sphère financière internationale, à mon avis, est dans une très 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 mauvaise passe. Je ne serais pas du tout étonné qu'elle ne se relève pas de cette crise et que nous devions nous en passer, en tout cas pour l'essentiel, ce qui ne sera pas forcément une mauvaise, ce sera pas forcément une mauvaise chose pour la plupart des citoyens de cette planète. Voilà pour le financement, pour la finance internationale. Alors après, pour ce qui concerne les crypto-monnaies, les monnaies cryptées, je suis pour ma part, et les monnaies électroniques, les monnaies numériques, je suis extrêmement sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est que les crypto-monnaies sont extrêmement gourmandes en énergie. Nous avons besoin de faire des économies d'énergie. Donc, s'il faut consommer beaucoup plus d'énergie que nous le faisons actuellement pour pouvoir acheter notre baguette, ça me semble une mauvaise idée. Et puis, deuxièmement, la question du contrôle régalien sur les crypto-monnaies me semble très problématique. C'est justement ce qui fait dire aux banques centrales européennes qu'il est hors de question de laisser prospérer les bitcoins et autres crypto-monnaies de cette nature dans les années qui viennent. C'est plutôt des groupes mafieux qui s'en saisissent de manière à pouvoir opérer à l'ombre des autorités publiques. Donc je suis assez sceptique sur l'usage de ces crypto-monnaies pour disons, l'ensemble des citoyens et pour l'économie de la lumière, si je puis dire, par opposition à l'économie de l'ombre. Et puis, je voudrais ajouter un mot également sur la question des monnaies numériques. Je pense que c'est une très mauvaise idée de passer à une monnaie entièrement numérique, même si en France, ça excite beaucoup de gens. Parce que je crois que la motivation principale d'un certain nombre de banques pour que nous passions aux monnaies numériques, c'est pas du tout d'entrer dans le XXIe siècle monétaire, c'est de pouvoir imposer un prélèvement obligatoire sur les comptes de dépôt des déposants. Vous savez peut-être que la BCE aujourd'hui accorde un taux d'intérêt négatif aux banques qui empruntent à la BCE, donc elle paye les banques pour que les banques lui empruntent, ce qui est assez original, parce que les banques ne nous payent pas pour qu'on leur emprunte, en revanche. Mais la BCE, dans le même temps, ponctionne les dépôts monétaires des banques dans le bilan de la BCE. Donc en fait, elle marche dans la tête à l'envers. D'ordinaire, elle prête avec un taux d'intérêt positif, et lorsque vous déposez dans son bilan, elle vous rémunère en tant que banque. Et puis là, maintenant, elle fait le contraire à cause de la déflation depuis plusieurs années. Et donc, ça veut dire que les banques, quand elles déposent à la BCE, ce qu'elles ne devraient pas faire en temps normal, eh bien, elles doivent s'acquitter d'un taux d'intérêt qu'elles payent à la BCE. Et donc, les banques, aujourd'hui, voudraient en faire de même sur les déposants, c'est-à-dire sur nous, pour pouvoir faire payer par leurs clients ce qu'elles doivent payer à la BCE à chaque fois qu'elles déposent de la monnaie dans le bilan de la BCE. Sauf qu'évidemment, vous comprenez bien que si elles font ça de manière un peu trop brutale, votre première réaction et la mienne, ce sera de retirer nos liquidités de notre compte en banque et d'aller la mettre sous notre matelas. Ce qui n'est plus possible si nous passons à la monnaie entièrement numérique. Si nous avons une monnaie purement digitale, il est impossible de retirer la monnaie de son compte en banque. Nous sommes pieds et poings liés. Et ça voudrait dire que, très concrètement, vous recevrez votre salaire le 25 du mois et le 26, la banque sur laquelle aura été versé votre salaire pourra commencer à ponctionner une somme qu'elle jugera intéressante sur votre propre salaire sans que vous puissiez absolument rien faire. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a une question de souveraineté des déposants à l'égard du secteur bancaire qui passe à travers le fait que nous gardions de la monnaie fiduciaire qui n'est pas digitale. Merci Gaël. D'une de nos grandes institutions avec le système bancaire. Autre institution auquel pensent nos auditeurs, c'est notre gouvernement, tout simplement, le gouvernement français. Quelles seraient les prochaines étapes là pour eux? Pour le gouvernement, selon vous, quelles sont les prochaines étapes? Alors, moi, il me semble, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de venir en aide au secteur hospitalier qui sauve des vies et qui fait des miracles tous les jours. Donc, vous savez que l'Espagne, par exemple, a réquisitionné la totalité des cliniques privées. En Italie, on a réquisitionné des hôtels pour les transformer en hôpitaux improvisés. À New York, ils ont installé un hôpital de campagne dans Central Park. Bon, voilà des puissances publiques qui prennent au sérieux le sauvetage des vies et qui, si je peux dire, mouillent la chemise pour essayer d'aider le système hospitalier aujourd'hui, très concrètement. La deuxième étape, à mon avis, c'est de produire des enzymes de manière à pouvoir faire du dépistage systématique en masse, beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement, et de produire des masques, sans quoi nous ne pourrons pas avoir
de sortie du confinement raisonnable. Si nous sortons du confinement sans masque ou bien sans un dépistage systématique des personnes qui sortent du confinement, nous allons avoir une deuxième vague qui sera terrifiante parce qu'une bonne partie d'entre nous ne sera pas immunisée. Notre secteur hospitalier sera déjà à genoux et l'hécatombe va recommencer. La troisième chose, mais évidemment, ces trois priorités-là vont ensemble. La troisième chose, c'est de relancer l'économie française et évidemment de ne pas reconduire le monde d'hier, mais de profiter de cette relance, de cette remise au travail pour transformer l'économie française dans le sens de la transition écologique et un petit peu dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la rénovation thermique des bâtiments, l'urbanisation économe, la mobilité verte et une réindustrialisation verte pour l'ensemble de l'économie française. Merci Gaël pour ces éléments-là. Si je retiens quelques points clés, restons chez nous. Oui. Faisons pression auprès de nos gouvernants pour faire en sorte qu'il y ait un État régalien ou un système qui soit plus puissant et qui fasse en sorte que l'on puisse avoir un déconfinement progressif, mais le plus rapide possible. Mais en même temps, réfléchissons à l'après, trouvons d'autres modèles économiques qui à la fois respectent le revenu que les gens doivent trouver, mais en même temps l'écologie. Voilà quelques points sur lesquels il me semblait, en tout cas c'est ce que j'ai retenu de ce que vous racontiez. Il est quasiment 16h30. On avait prévu de s'arrêter à ce moment-là. Je voulais m'excuser auprès de tous ceux qui étaient à l'autre bout parce que c'est vrai que c'est déjà magique d'être aussi nombreux en live, mais pour autant, je sais que il y a eu des coupures ou du son haché. En tout cas, il y aura un podcast qui sera mis en ligne et qui sera cette fois-ci fluide. Donc, merci beaucoup Gaël pour cette intervention, pour le temps que vous nous avez consacré durant cette semaine qui, pour les chrétiens, est particulièrement importante. Et je crois qu'aujourd'hui, le jeudi, qui est le jeudi saint, est un jour d'humilité pour l'ensemble des chrétiens. Voilà. Merci à vous tous. Merci Gaël, merci Pierre aussi. Merci à vous tous qui nous avez. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez chez vous. On est un petit peu chez vous. Oui, il y a plein de questions qu'on va défiler par rapport au podcast le plus rapidement possible. Aussi pour que vous avez pu voir certains. Pas de souci pour ça. On travaille tout de suite derrière là-dessus. Et la prochaine fois. Oui, Vas-y Pierre, excuse-moi. Gaël a dit à une prochaine fois. En tout cas, nous souhaitons que ce TEDx Conversation vous ait intéressé. Questionné un petit peu, ouais, tout à fait. Vous ait donné davantage, envie d'en savoir davantage. Ça vous a peut-être même donné envie d'agir avec les premières pistes qu'on a entrevues avec Gaël. En tout cas, si c'est le cas, pour nous bénévoles, c'est la plus belle récompense d'avoir des personnes qui ont envie de bouger. Juste avant de finir, je me permets à nouveau de remercier Gaël pour le temps que vous avez passé, et puis quelqu'un que vous n'avez pas vu, qui était à la réalisation de l'événement, et je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. C'est Lionel Fauché, c'est le porteur de la licence de TEDx Clermont, et il est aussi ambassadeur de TEDx en France. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour d'autres sessions. Oui, merci beaucoup Lionel. Et puis à tous, surtout n'oubliez pas, les TEDx Conversations, elles continuent. Et elles continuent samedi 11 avril, par exemple, à 21h heure française. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Prenez bien soin de vous tous. Portez-vous bien. Et encore merci Gaël. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.